la famille. On arrive en français aujourd'hui, samedi le 11 avril, et nous avons un écrivain ici avec nous, Monsieur Prosper Bamara. Donc, son livre, c'est le livre que vous voyez à l'écran. Il nous en parle un tout petit peu. Il nous en parle un tout petit peu en français avant qu'on bouge en Kinyarwanda. Donc, soyez avec nous. Merci la famille. Alors, Monsieur Prosper Bamara, est-ce que vous m'entendez? Quand j'ai vu les résumés du livre, vous aviez les résumés en anglais, en français, en Kinyarwanda. Alors, est-ce que ça veut dire que le livre est disponible aussi en français, en anglais et en Kinyarwanda? Euh, non, le livre est à Kinyarwanda. Pour le moment, il est en Kinyarwanda. Mais au début, j'avais commencé, donc quand je commençais à l'écrire, j'avais commencé en français. Mais des amis m'ont conseillé de l'écrire plutôt en Kinyarwanda. Donc les versions françaises et anglaises pourront venir après. Hmm. Alors, en français, ça serait quoi? Parce que vous venez de nous l'expliquer en anglais, mais si vous pouvez en parler un peu au public francophone, et puis aussi vous introduire au public francophone pour leur dire qui vous êtes. Pour ma part, j'aimerais dire au public francophone qui nous écoute que vous êtes au Sénégal, dans le pays de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on salue le Sénégal et tous les Sénégalais. Félicitations. Peut-être que vous pouvez aussi nous en dire un peu, c'est comment là-bas au Sénégal depuis qu'ils ont gagné la coupe là. On aime trop ce qui se passe. Et puis, si justement vous êtes au Sénégal, que vous êtes dans un milieu francophone, est-ce que ça serait pas intéressant justement d'avoir une version française du livre et de partager cette histoire autour de vous, là où vous êtes localement? Oui, au Sénégal, nous sommes plutôt dans un climat de litige par rapport à la Coupe d'Afrique gagnée et puis ravie, etc. C'est toute une ironie de l'histoire du football. On célèbre et puis on décélèbre la chose, tout en espérant que les tribunaux du foot vont restituer, vont rendre justice. Voilà. Donc, moi, je suis un Rwandais qui originaire de l'ancienne préfecture de Kibuye, mais qui suis né à Kigali, grandi à Kigali, à Nyarugenge. Pour ceux qui connaissent Nyarugenge, Biryogo, Nyamirambo, c'est là chez moi, pas loin de l'église épiscopale de, de Biryogo, Saint-Étienne, quoi, Stéphano era mu Biryogo. Donc, ça c'est chez moi. Voilà, j'ai fait l'école primaire, secondaire, université. Et c'est au moment où j'étais à l'université que j'ai quitté le Rwanda pour aller rejoindre l'armée du FPR dans la forêt. C'est la guerre jusqu'au moment où nous avons pris le pays. Et après, j'ai travaillé dans différents secteurs avant que je ne devienne réfugié. Voilà, ça c'est le résumé. À propos du livre, en fait, c'est un Kinyarwanda, mais pour ceux qui ne comprennent pas cette langue, surtout ceux qui sont anglophones et francophones, j'ai pour le moment ce que j'appelle avant-goût fortiste, qui capte l'âme, le ton
et le contenu du texte, tout le texte, qui va aider à ce genre vraiment de s'imprégner, de savoir, d'entrer dans l'univers de ce livre. Ça se suit, c'est une page et demie, mais ça suffit, l'avant-goût et le foie-test, et un petit résumé. Maintenant, ce livre parle d'un royaume fictif. Pourquoi j'ai décidé de l'écrire? Comme je l'ai dit dans l'autre langue, j'ai tendu les oreilles, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu, j'ai entendu. Les Rwandais parlent au bar, au match de football, à l'école, au bureau, dans les familles, dans des camps de réfugiés. Ils se disent des choses. Mais ce que j'entendais, c'est quoi? Certains me disaient qu'à partir de 94, Rwanda, c'est le paradis. On entend même un ministre qui nous dit que c'est vraiment le paradis. Même Dieu, on doit cesser de le remercier. On doit remercier les sauveurs que vous appelez Afghanistan. Ça, c'est une histoire qui me fascine. Et j'entends d'autres qui disent que c'est l'enfer. Et ils me donnent des exemples concrets. Et moi, j'ai aussi ma vie que j'ai vécue. Ouais. Alors, prenant tout ça, j'ai décidé de faire une œuvre d'art, une œuvre littéraire. Mais comment refléter un monarque qui est dépeint par certains comme Dieu et par d'autres comme Satan, en même temps dans une même œuvre? C'est presque impossible. J'ai décidé d'entrer dans la fiction sans tamiser et chercher à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. J'ai considéré les sentiments d'un chacun comme vrais. Et je me suis dit, comme je ne peux pas faire une seule œuvre qui reflète les deux, je fais soit un livre en 2 volumes, soit 2 livres, ou, si vous avez vu le titre, c'est écrit Ntore zanjye hanze abantu bavuga ko ndi nde. Il envoie ses disciples, ses followers, ses subordonnés, aller à l'extérieur et amener-moi le rapport. Ils se sont divisés en deux. Certains sont allés pour rencontrer quelqu'un qui leur dit Dieu est mort. Ne parlez pas de Dieu, parlez de mon maître. C'est notre maître. Et ça, c'est un groupe. Ça, ils ne sont pas encore revenus dans mon univers fictif. Ils vont amener le rapport après. Mais le rapport qui a été prompt, complété rapidement, c'est ceux qui sont allés trouver que les gens disent que c'est un monstre. Nous avons un monarque qui est terrible, qui même si Satan pouvait le voir, il descendrait du trône pour lui laisser la place, donner le salut. Et c'est ça le livre que nous avons. L'autre viendra aussi, c'est ça le rapport. Ils sont venus lui dire à l'extérieur, ils disent hanze abantu bavuga kuri binyiri ibinyoma ku ngoma y'agafuni. Ça, c'est le premier rapport qu'il a reçu. Voilà, c'est ça le livre maintenant, c'est à propos de ça. Et quand je prenais mon stylo pour commencer à écrire les premiers vers, 2 noms, comme je l'ai dit, sont venus dans mon esprit, dans mes pensées. 2 noms ont colonisé mes pensées. Lesquels? Le premier, c'est le monarque turco-mongol qui s'appelle Tamerlan. Il est terrible. C'est lui qui a vaincu d'ailleurs les Ottomans dans ce qui est connu comme bataille d'Ankara en 1402. C'était un vrai monstre, une machine à tuer. Et qui est une machine? Il a mérité le surnom de prince de la destruction. Il est connu d'ailleurs pour ses pyramides de crâne et de saumon. L'autre nom, c'est le nom du dernier roi de Rome, Tarquin le Superbe. En latin, nous prononcerons son nom comme Tarquinius Superbus. C'était un monarque, un tyran terrible, son règne marqué d'intrigues de toutes sortes, de violences, de tortures, de mensonges, tout ce qui est mauvais. À un moment donné, les Romains ont été fatigués de lui. Une rébellion s'est formée dans ses rangs. Il a été descendu du trône et a pris le chemin de l'exil. C'est là où Rome est entrée donc dans la période de la République. Oui, la monarchie s'est terminée avec lui et c'était à peu près en 500 avant Jésus-Christ.
Donc, quand vous prenez les deux messieurs là, ces deux caractères, ces deux personnalités, vous les combinez, vous en faites un, vous obtenez le caractère de notre empereur Nyiribignoma, le maître menteur, dont l'épopée est présentée dans son livre. Donc, vous avez, you have two in one, vous avez deux dans un. Il est les deux à la fois. Maintenant, l'empire s'appelle Bufunizarati. Ça symbolise quoi? Bufuni symbolise tout instrument pouvant être utilisé pour tuer. Ça symbolise Agafuni, la petite tour fracasseuse de crâne. Ça symbolise aussi le marteau, le gourdin, etc. Ce que les Rwandais appelaient Namongano Mwanzi. Ça peut symboliser aussi l'arme à feu, les bombes, etc. Maintenant, Nzarati symbolise poison. Donc, c'était un empire caractérisé par le poison, la mort par Agafoni, par un instrument, et le poison, dans le jargon des Rwandais modernes, on parle de Utuzi Twamunyuza. Ça, c'est les Rwandais. Ailleurs, on appellerait ça autrement. Alors, voici le résumé un peu et le contexte et l'esprit qui était sur ma table quand j'écrivais ça. Je vois, je vois, je vois. Avant de continuer à la prochaine question, permettez-moi de remercier notre frère Symphorien Pombé qui vient de nous acheter du thé. Waouh! Merci, 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 merci beaucoup, cher frère Symphorien Pombé. Ça serait bien de traduire pour les Sénégalais pour plus de partage éventuellement. Donc, merci, cher frère Symphorien. Alors, Symphorien Pombe, merci. Euh, alors, par rapport à votre livre, Monsieur Bamara, est-ce que euh, le, il y a ce qui se passe au Rwanda, euh, pourquoi vous avez décidé de quitter le Rwanda, de fuir le Rwanda, si je peux dire? Est-ce que dans cette épopée qui est fiction, mais une fiction bien sûr qui, on dirait, inspirée de la réalité et inspirée même de votre vécu, est-ce que vous aussi vous êtes divisé ou c'est parce que le roi dans votre fiction en même temps, il est Dieu, en même temps, il est Satan. Donc, on dit deux faces des choses. Mais vous, vous avez décidé d'aller loin de ça. Et ça veut dire quoi? Que vous savez que il est Satan ou il est Dieu ou c'est comment même? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me demandez de prendre, de me, oui, de me positionner alors que je vais être partout à la fois, du moins dans ce livre. Mais le fait que je suis, j'aimais ce système dont vous parlez qui dirige le Rwanda depuis 94. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs je l'ai rejoint. Moi, j'ai connu le FPR très tôt. Quand j'étais très jeune, j'étais au secondaire. Je n'avais même pas terminé ma troisième année de secondaire quand j'ai connu ce mouvement. C'est en 87, peut-être en deuxième, troisième année. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de militaires qui venaient d'Ouganda, qui arrivaient dans des missions de reconnaissance et de sensibilisation. Ils ont sensibilisé des adultes, des jeunes. Donc, pour vous dire que vraiment le Rwanda était, par exemple, revenant à ce qui s'est passé dans les années 90, quand beaucoup de gens ont été arrêtés, nous entendons les gens dire que les Tutsis ont été arrêtés, accusés d'être Ibitso, faussement des innocents, mais c'est pas vrai. Les gens étaient Ibitso. Moi, je dis vraiment qu'il faut être clair. Pratiquement tous les Tutsis étaient Ibitso, plus même des Hutus. Beaucoup. Tous ceux qui sont arrêtés, en tout cas, au moins 98,% c'était de vrais Ibitso. Mais la question n'est pas là. La question, c'est de savoir, oui, là, vraiment, il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas quelqu'un, ils étaient des Ibitso. Mais est-ce que
Ibizo doivent être maltraités, tués dans un pays qui a une justice qui fonctionne. C'est là où on doit quand même blâmer le régime qui est en place de ce qu'il a fait. Mais voyons, nous, quand nous avons remplacé ce régime, je me mets dedans parce que je faisais partie de ce système. Les remplaçants de ce régime qui a si malmené les Ibiza en 90, lui, quand il prend Ibiza, il tue, il rase, il plante du tabac, comme on nous dit, même des bébés ou des femmes, des enfants dans le ventre, etc. Il va les trouver même loin. Donc, est-ce qu'on a évolué dans le sens positif ou on a même perdu tout simplement le pied même sur là où ça se tenait. On a tout perdu. On a reculé. On a chassé un régime qui était peut-être un démon et nous avons peut-être installé le chef des démons, peut-être. C'est ça le symbolisme que je peux essayer de montrer, mais ça, ce sont des exemples concrets que je donne. Sous cet aspect-là de traiter les gens qu'on soupçonne d'être collaborateurs de l'ennemi. L'autre les a arrêtés, maltraités, frappés. Ils ont subi, bien sûr, ils ont eu des séquelles. Mais l'autre les extermine avec leur famille. Donc, je pense que c'est pire. C'est pire. C'était pas bon, mais ce qui est venu après, c'est peut-être pire. Voilà. Donc, voyant tout ce qui se passait, plus ce que j'ai connu, vous m'avez posé la question en anglais à propos des agaphonies. C'est vrai, il y a eu des choses, et les gens sont morts injustement. Juste quelqu'un pouvait être un Hutu et tué dans la forêt. Quelqu'un pouvait être tué parce qu'il vient du Rwanda, il a fait des études, par exemple, ou bien il avait des parents aisés. Il disparaît, on connaît des exemples. Je peux donner un, deux ou trois exemples de gens. Jusqu'au moment où on est venu dans le pays d'ailleurs. J'ai connu trois collègues qui me tiennent toujours à cœur, vraiment qui me montrent que les Rwandais étaient peut-être même réconciliés et que les sphères politiques nous confondaient, mais ce que j'ai vu, c'est la destruction de cet esprit de réconciliation. Quand nous sommes allés dans la forêt en quittant l'université, je donne des exemples. J'accepte de m'écarter un peu de mon livre parce que vous m'avez amené dans ça. Nous avons laissé des amis. Nous étions des Tutsis seulement qui sont partis à l'époque, mais derrière nous, des Hutus qui étaient des amis nous ont suivis. Ils sont venus dans la forêt. Mais venir, c'est-à-dire qu'ils avaient cet amour, ils se sentaient amis, ils se sentaient frères. Ils ont dit, s'ils vont se battre, c'est pour une bonne chose, nous allons les aider et nous allons amener la paix et le bonheur dans notre pays. L'un, je vous donne des noms même si vous voulez, parce que ce n'est pas un secret, c'est l'enfant du petit frère de Grégoire Kayibanda, hein, le docteur Mouirigui. Son fils est venu, il faisait la biologie à l'université à l'époque. Et l'autre d'ailleurs, c'est le fils de Haboukou, Frédéric. C'est un collègue, un garçon qui aimait rire, sourire. Son père avait été, je sais pas, ambassadeur ministre sous Kayibanda, avait été président de la chambre de commerce sous Habyarimana. Donc, l'autre, Gwagasana, c'est le fils de Gwagasana. Quel est l'autre nom même? Je le vois, il vient là-bas. Son père avait été même secrétaire de l'UNAR, même s'il était Hutu. Et ça nous étonne de voir qu'on ne pardonne même pas un unariste qui était Hutu. Ces trois garçons, mais son père aussi, je pense, il était frère de Kayibanda, peut-être. Voilà, ces trois garçons, moi, je me suis posé la question pourquoi ils ont été tués. Pourquoi En parlant aux collègues qui disent on ne comprend pas. Nous-mêmes, on a vécu, mais et c'était des Hutus, tout simplement, parce qu'ils étaient venus aider. Ils ont fait la guerre comme les autres, ils ont contribué, mais ils ont mérité la mort quand même. Et ça, c'est révoltant. Et s'ils étaient venus, c'est qu'ils se sentaient unis avec les Tutsis qu'ils avaient précédés là-bas. Donc, c'était possible qu'on puisse construire une société unifiée. Mais les sphères politiques, comme je l'ai dit, et les tendances, les idéologies ne l'ont pas permis. Voilà, ça c'était juste quelques exemples. Hein.
À un moment donné, en fait, j'ai été confronté à beaucoup de limitations, à beaucoup de problèmes. Je me suis dit, je serais un peu si je quittais le Rwanda. Sans aller dans les détails, j'ai quitté dans des circonstances politiquement compliquées, mais qui ne pouvaient même pas s'écrire ou se dire là où j'étais. Et voilà, ça c'est le résumé. Merci, merci pour ce résumé. Moi, je me souviens que l'une des premières fois où j'avais vu votre nom, c'est surtout quand le chanteur Kizito avait été tué, avait été assassiné, et puis vous aviez écrit une lettre au Kagamistan pour demander justice. Et puis je me souviens que vous étiez le premier nom sur la liste de 30 personnes, je pense, qui ont écrit à ce roi. Est-ce que vous avez déjà eu réponse ou quoi que ce soit comme réaction par rapport à ça? Et est-ce que, par exemple, votre expérience est aussi exprimée dans le livre qui est une fiction? Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des mensonges qui font que vous donnez le titre de Nyiri Binyoma Kongoma Yagafuni à ce livre? Comme je l'ai dit, ce livre, c'est pas seulement Rwanda, ce livre reflète tout monarque qui serait très mauvais, très menteur, qui serait fourbe et une machine à tuer. Oui, mais si vous voulez dire que cette expérience, oui, bien sûr. Quand nous avons écrit la lettre, c'est que nous étions choqués de voir un jeune chanteur qui était innocent quand suivait la ligne tracée par le gouvernement qui s'élevait. Et il a été puni pour son excès de zèle dans le sens positif, si on en croit à ce qui était écrit dans la politique nationale. Peut-être ce qu'on lui a pas dit, c'est c'est que ce qui était écrit n'était pas la vraie politique. Peut-être il y avait deux politiques, la politique écrite et celle non écrite, qui est l'inverse de celle écrite. Ça nous ramène au monde fictif de George Orwell. Oui, donc c'est un système orwellien. Et puis on a entendu quand même des dirigeants. Vous m'amenez toujours au Rwanda alors que je voulais rester dans ma fiction. Mais c'est pas grave. Un dirigeant dit nous avons de sortes de vérité, une vérité divine qu'on trouve dans la Bible et une autre vérité à nous qui n'est pas donnée à dire que nous avons de sortes de législation ou de lois. Les lois réelles écrites et d'autres lois de l'obscurité que nous appliquons quand nous voulons. Voilà. Donc, si on ne savait pas, peut-être même les politiques écrites, il y a d'autres politiques qui ne sont pas écrites et qui étaient dans la politique écrite, publiée, avec disait avec bonne volonté, bon cœur. Ça nous a vraiment choqués jusqu'à écrire cette lettre. Nous n'avons jamais eu de réponse, mais à la place d'une réponse, certains d'entre nous ont été persécutés, poursuivis pour avoir écrit cette lettre. Et sévèrement, ils ont vraiment suivi avec leur famille. Oui, ça c'est pour ce qui concerne le Rwanda, mais restons dans la fiction de mon livre. Mais quand même, comme je l'ai dit, ça rapport avec l'inspiration est venue du Rwanda. C'est écrit du Rwanda. Nous avons vécu au Rwanda. L'inspiration vient de là. Parce que dans le livre, vous verrez que le Bufuninzaratsi, l'empire Bufuninzaratsi, a un pays frontalier qu'on appelle Congo et où une masse de réfugiés s'est ruée après des atrocités qui ont amené le maître menteur au pouvoir. Et qui ont été massacrés là où ils étaient et qui ont été massacrés au pays, etc. Donc, dans la fiction, tout est permis. Un pays fictif qui se trouverait sur la planète Jupiter peut avoir un voisin qui s'appelle Burundi au Congo, c'est pas interdit.
Et ce pays de Fonizarati a la même configuration ethnique que les pays du Grand Lac, surtout Rwanda et le Burundi, et une histoire parallèle et similaire qui rappelle ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Très, très, très intéressant. Alors, qu'est-ce que vous espérez pour votre livre avant qu'on passe en Kinyarwanda? Qu'est-ce que vous espérez pour votre livre? Et il s'adresse à qui? Et pour l'avenir, qu'est-ce que vous espérez aussi pour l'avenir, pour un tel royaume? Ça devrait se terminer comment pour un tel royaume? Ça se termine, bon, c'est bien écrit. Je vous ai donné l'exemple de l'empereur Tamerlan et du dernier roi de Rome, qui achetait dans une situation rocambolesque, si je peux dire. Donc, ça s'adresse bien sûr au sujet de l'empereur Nyiriminyoma et à tous ceux qui habitent son royaume. Et c'est un message d'espoir aussi. C'est un message de conseil à Nyiriminyoma lui-même que vous pouvez changer et vous unir avec votre peuple. Parce que Nyiriminyoma a engagé une guerre contre son propre peuple. Il peut maintenant se réconcilier avec son peuple. Et ça, c'est pour lui. Et j'ai dit, pourquoi tu ne peux pas étonner les gens? Étonne-nous. Faites une surprise à ceux qui vous connaissent autrement. Change et demande pardon. Voir comment les gens seraient étonnés. Ils n'en croiront pas. Ils ne croiront même pas que c'est toi, mais tu les auras étonnés positivement. Maintenant, au subordonné, je termine le livre avec un petit chapitre de conclusion que j'ai appelé Urufunguzo rw'umunezero ni inzira y'urugamba. Ça, c'est le dernier chapitre. Après le conseil à Nyir'ibinyoma, Urufunguzo rw'umunezero ni inzira y'urugamba, ça termine le livre. C'est un message à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui sont dans des prisons mouroirs chez Nyir'ibinyoma, quelque part, tous ceux qui sont des réfugiés, tous ceux qui ont perdu le pays, qui aimeraient revoir leur pays natal et y être respectés. Tout ça, j'ai dit, ni inzira y'urugamba, et n'ayez pas peur, parce que vous aurez l'ange de Dieu, l'ange Michael, Mareka Wimana, il sera devant vous, il sera derrière vous, il sera à gauche et à droite de vous. N'ayez pas peur des bombes, n'ayez pas peur des avions de combat, n'ayez pas peur de l'argent, des richesses volées et amassées par Nyir'ibinyoma. Vous pourrez le vaincre parce que vous avez le cœur, votre cœur vient de Dieu, vous avez la partie du cœur de Dieu. N'ayez pas peur. Mais sachez qu'il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin vers la prospérité, c'est le combat. Et le grand conseil que je donne dedans, nimwitoze kugenda mu bwoko bwose bw'inzira kandi ntimurambirwe uburebure bw'inzira. Entraînez-vous à pouvoir et à savoir marcher dans toutes sortes de chemins. S'il y a la boue, s'il y a des épines, ne regardez pas la nature du chemin et les obstacles. Entraînez-vous à passer n'importe quel obstacle et je vous en prie, ne soyez jamais fatigué. N'ayez pas peur de la longueur du chemin, qu'il soit 1 mètre ou des kilomètres ou des millions de kilomètres. Vous finirez pas à pas, mais le chemin vers la prospérité, la voie vers la prospérité, le secret d'arriver à la prospérité et à l'aisance, c'est le combat. En latin, nous avons un proverbe qui dit Qui mori conantur vincere possunt. Ceux qui essaient, ceux qui ne craignent pas de mourir, ceux qui font des efforts et se battent vaillamment et virilement, ils peuvent vaincre. C'est ça. Alors, je pense que beaucoup de gens ici font partie des gens qui n'ont pas peur de la mort, parce que ceux qui osent parler, là, c'est les gens qui n'ont pas peur de la mort.
Sinon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont peur, 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 peur de la mort. Alors, avant de passer en Kinyarwanda, nous allons poser la question de notre frère congolais Symphorien Pombe, justement, puisqu'on a parlé aussi du Congo un peu. Il demande que pense Prosper Bamara de la situation des femmes sexuellement violées dans le Kivu qui avait accueilli des millions de Rwandais non kagamisés et kagamisés armés du Kagamistan. Que pense l'invité d'apprendre qu'un seul prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, soit plusieurs fois menacé de mort et chassé de son Kivu natal par le Kagamistan? Est-ce que, par exemple, ce genre de choses, ce genre d'événements font partie des choses qui vous ont inspiré dans ce livre? Euh, oui, d'abord, je vous demanderai de lui passer le résumé et l'avant-goût en français du Mhm, livre que vous en avez, non? Vous allez lui mhm, donner ça. mhm, Effectivement, le Congo et les Congolais font partie des gens qui se trouvent dans le royaume d'un certain Nyuma, le maître menteur, son empire de la Gaphonie. Et les conseils que j'ai donnés, il a compris. Donc, se battre, ne pas être découragé par la longueur du chemin et se préparer et s'entraîner à être adapté à toutes sortes d'obstacles de chemin. Ils sont appelés aussi à lutter, lutter, lutter jusqu'à gagner. Maintenant, à propos des femmes, ça fait partie de ce qui m'a inspiré, absolument. Pas seulement des femmes congolaises, des femmes rwandaises. J'ai vu ce qui s'est passé en 94. C'était atroce. Je vous recommanderais, je l'ai d'ailleurs à mon frère, de chercher un article qui a été écrit, je pense que c'est dans le journal Dialogue en 95 ou 14, par un certain Laurien Nezima Note, vous pouvez noter, excusez. Il a appelé ça de charib en scylla. Charib sont des vents bibliques, des cyclones agressifs, et scylla c'est une autre sorte aussi meurtrier que ça. Il disait, on a quitté le règne, l'univers des Inhérams pour tomber dans l'univers des montagnes. J'utilise ces mots, bien sûr. Et les femmes rwandaises ont été doublement violées. Ceux qui ne l'ont pas été par cela l'ont été par ceci que nous voyons. Ce qui, le pays, les commerçants, les Rwandais ont été doublement pillés. Ceux qui ne l'ont pas été par les Inhérams l'ont été par les montagnes, etc., etc. Et ça, cette tendance, si elle n'est pas arrêtée, elle va continuer jusqu'en RDC ailleurs. Cet article, je vous rappelle que celui qui l'a écrit, il vivait au Rwanda. Il a été arrêté, mis à la gendarmerie, il a été relâché, mais il vit, il inspire, il enseigne. C'est un grand spirituel et un grand sage. Voilà. Donc, à mon frère congolais, je lui donne cette réponse. C'est la conclusion de mon livre d'abord, oui, et puis qui demande à vraiment lutter sans se lasser, à s'entraîner, à toutes sortes. Et je lui dis que ça m'a inspiré la souffrance des femmes, que je suis témoin oculaire. J'ai été témoin de ces femmes rwandaises, congolaises qui souffrent. Quand je dis témoin, c'est que ça s'est passé, je ne sais pas au Congo, mais ça s'est passé devant mes yeux par des gens que je connais qui me racontent ce qui se passe et je suis les nouvelles. J'ai vu dans la forêt où nous étions même les filles qui venaient, comment elles étaient traitées, ce qu'elles ont subi. C'est aussi atroce que ce que subissent les femmes congolaises peut-être. Ça, ce sont des réalités qui vont sortir petit à petit. Voilà, c'est ça donc. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un chapitre qui se consacre sur le Congo, un petit chapitre qui s'appelle Nyiribinyoma Vui Congo, le maître menteur, son retour du Congo, parce qu'on est dans la fiction, c'est un retour qui est une cible mobile qui n'arrivera jamais dans sa conception, mais qui pourra arriver par les autres, où il jure qu'il ne quittera jamais dans sa vie, mais où les circonstances, l'univers et Dieu feront tout pour qu'il quitte la vie. Ça, c'est le Nyiribinyoma, voisin du Congo, mais qui n'est pas Rwanda, bien sûr.
mais qui jure qu'il ne quittera pas. Et les Congolais auront la paix quand ils l'auront quitté. Il y a un petit chapitre dans ce sens dans le livre et qui parle aussi des réfugiés de chez Nyiribinyoma d'Ofunizarati qui étaient au Congo, dans ce pays immense, qui ont été charcutés comme de la viande et qui ont été pourchassés pendant des années, des dizaines d'années, et qui espèrent seulement la chute de maître menteur pour retrouver le droit à la vie et pourquoi pas la dignité. Je pense que j'ai répondu à sa question. Oui, merci, merci, merci. Rappelons au public francophone que Nyiribinyoma, ça veut dire donc le maître des mensonges, le roi des mensonges. Et les Congolais savent très bien jusqu'à quel point leur voisin, là, le Kagamistan est dans les mensonges. Alors, merci, merci, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Avant qu'on passe en Kinyarwanda, pouvez-vous dire au public francophone aussi où est-ce qu'ils peuvent trouver justement le livre et quand est-ce que le livre va sortir en français aussi? Merci. Le livre en Kinyarwanda sera disponible dès le 1er mai, mais à partir d'aujourd'hui, les précommandes peuvent se faire. Le livre, le prix c'est 25 euros, mais 25 euros, pardon, 25 euros, mais pour les précommandes, c'est 20 euros. Et vous pourrez donner l'adresse email de l'éditeur pour les précommandes, pour faire les précommandes. Oui, oui. Et puis, la version française, je dois y travailler, ça me prendra un peu de temps. Oui, oui, mais ça viendra quand même. Mais n'hésitez pas de partager l'avant-goût et le résumé. Ça Oui, donne vraiment le goût, ça donne le ton et le contenu. oui, Et merci. les Alors, Congolais n'ont pas été abandonnés, les Congolais dans ce book. Bon, les Congolais de mon niveau effectif. Et les Congolais réels aussi. Ils peuvent être les mêmes. merci, merci. Alors, j'ai mis à l'écran que les gens peuvent trouver le livre chez Édition Scribe. Donc, j'ai mis le website édition-scribe.com et chez Édition Scribe, vous pouvez trouver aussi le numéro de contact où vous pouvez écrire à Édition Scribe pour avoir le livre. Alors, merci d'avoir été avec nous en français. On va passer en Kinyarwanda. Merci, merci, merci aussi, cher frère Symphorien Pombe. Merci, merci, merci. Alors, on va passer en Kinyarwanda. Amahoro, amahoro, my people, tugere mu Kinyarwanda. Uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi Prosperi Bamara wanditse iki gitabo mubona hano kuri ekara, igitabo cyitwa